Donc on va revenir au jour où tu as été voir ta banque en leur demandant de liquider ton compte épargne pension. Et là, ils ont essayé de te retenir ou Non, c'était au téléphone. Bon, j'ai justifié mon choix parce que je dis bon voilà, j'ai fait 2-3 calculs. Ça marche pas des masses votre histoire. Et donc, voilà, ma décision était prise quand je l'ai appelée. Il y avait pas moyen de négocier quoi que ce soit. Donc elle comprenait pas. Je pense que quand elle a raccroché, elle a dû se dire que j'étais un débile. Voilà, moi j'ai pris mon argent et je l'ai mis dans mon ETF et voilà. Celui qui a liquidé son épargne pension pour tout réinvestir dans un ETF, c'est Geoff. Cet entrepreneur bruxellois a longtemps travaillé comme consultant pour de grosses entreprises, lui permettant de mettre de côté un gros coussin de sécurité, comme il dit, mais un coussin qu'il n'investissait pas lui-même. Il laissait le soin à sa banque de placer son épargne dans un produit au rendement garanti et fiscalement favorable, mieux connu sous le nom de Branche 21. Il y a quelques semaines, Geoff a décidé de faire machine arrière et de rediriger ses économies dans des ETF. Pourtant, notre invité de la semaine n'aime pas le risque. Il faut dire qu'il est sorti de l'université en pleine crise financière, entouré d'un frère habitué aux pertes en bourse et d'amis qui ne venaient pas aux soirées quand les marchés piquaient du nez. Il nous expliquera dans ce podcast les raisons qui l'ont poussé à changer de stratégie et comment il s'y est pris. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker, le podcast de l'Écho qui suit celles et ceux qui investissent en bourse. Dans cet épisode, nous poserons également quelques questions à Xander Vlasenbroek, notre journaliste spécialisé dans les banques, mais dans l'immédiat, on retrouve Geoff. Il va nous expliquer comment il est passé de réfractaire au marché, qui regarde son frère boursicoter, à investisseur convaincu qui a redirigé toute son épargne pension vers des produits plus risqués. Parce que lui, ça l'a toujours intéressé. En fait, il a 2-3 potes qui investissent en bourse depuis très jeune, depuis peut-être 18-20 ans. Et lui, il a directement commencé à investir. Et moi, j'étais là, je mets pas mon argent dans des trucs, je sais pas ce que c'est, ou je m'y intéresse pas. Et pour moi, c'était un peu casino. Pourtant, tu disais que tu avais fait Solvay. Ouais, je peux calculer des actions, des ratios de Sharpe, n'importe quoi, ça je pouvais tout faire. Mais moi, quand je faisais ces études-là, je me disais pas, ça m'intéresse pas de mettre mon argent dedans. Donc mon frère, il investit beaucoup. Chaque année, je lui dis, mais t'as gagné de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais bon, il y a une action, elle a un peu chuté. J'avais jamais de chiffre concret sur qu'est-ce qu'il gagnait ou pas. Donc moi, lui, il me faisait peur déjà. Et j'avais un pote, lui, il travaillait beaucoup. Et tout l'argent qu'il gagnait, il le mettait en bourse. Mais lui, à un point où de temps en temps, il venait pas des soirées parce que ça avait chuté. Il y avait un petit crash ou quoi. Et on le voyait pas. Déprime, quoi. Ouais. Et franchement, lui, il me faisait peur vraiment parce que je me suis dit, mais à quoi ça sert, quoi? Et à l'inverse, quand toi, tu leur parles d'investissement plus passif, DCA, ETF, ils disent quoi Mais là, maintenant, du coup, vu que moi, je m'y suis mis, moi, je discute beaucoup avec lui. Et lui, je pense pas qu'il investit en ETF, du coup, parce que je crois qu'il gère des fonds dans une banque. Mais du coup, quand moi j'ai décidé de m'investir, d'office, je l'ai contacté. Et il m'a dit, bah ouais, c'est bien ce que tu fais. Et voilà. Et après, moi, je lui ai dit, ma thèse, c'est pas de frais, un truc simple. Je n'ai pas envie de m'énerver tous les jours et de regarder la bourse. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'y intéresser, avoir envie de le faire et s'y connaître. Et si on veut. Parce qu'au final, le but de le faire, bon, c'est aussi peut-être gagner de l'argent et c'est de battre le marché, quoi. Donc, le profil d'investisseur que tu as, défensif, tu disais ennuyeux parfois, buffettien, c'est quelque chose qui te convient parfaitement. Ouais, parce que j'ai pas envie de choisir mes batailles, quoi. Je crois dans la croissance du monde, entre guillemets. Je compte bénéficier de cette croissance, c'est comme ça que j'investis. Et j'ai pas envie d'avoir d'envie ou d'émotion par rapport à certains secteurs ou des choses qui vont se passer, parce qu'au final, c'est vrai que je suis pas un devin, prédire le futur, c'est pas ça. Et puis moi, j'ai pas envie de m'emballer non plus, de me dire oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Au moins, voilà. De cette manière, je fais tout. Et puis on verra bien, moi, ma vie. Je suis occupé à lancer ma boîte, je fais des choses et c'est comme ça que j'espère gagner de l'argent et pas spécialement en investissant. Enfin, évidemment, garder, au moins battre l'inflation, au moins faire croître son patrimoine, mais c'est pas comme ça que je vais devenir milliardaire, je pense. D'ailleurs, on t'avait rencontré la première fois à Finance Avenue et tu nous avais amené la plus jeune spectatrice du débat qui avait que quelques mois, c'est ça? Elle avait 8 mois à l'époque. Ouais. Et donc, tu me disais que c'était aussi un de tes objectifs, c'était de voir ton portefeuille grandir en même temps que tes enfants. Exactement, c'est vrai. Et du coup, elle n'a pas encore sa carte d'identité, donc elle n'a pas encore son petit compte titre. Mais son frère, il l'a déjà. Vous faites maman et papa pour les enfants ou c'est toi qui fais dans ton coin
Le compte titre, il est ouvert au nom des enfants. C'est moi d'office qui gère. D'office, juste parce que moi je m'y intéresse et que ma compagne, elle s'en fout totalement. Et c'est d'ailleurs moi qui essaie de l'éduquer un peu en lui disant, essaye de faire grandir ton compte épargne, et puis dès qu'on a atteint un certain seuil, commence à investir, quoi. Mais on verra bien, parce que voilà, on va peut-être acheter une maison, on va peut-être faire des choses, donc ça on verra bien, mais c'est clair que c'est moi plutôt qui m'éduque via YouTube, et moi je l'éduque elle, du coup. C'est comme ça qu'on gère chez nous, mais bon, parce qu'elle, ça l'intéresse pas du tout. Voilà, c'est quand même important de pouvoir gérer son argent. En sortant de l'UNIF, moi, en fait, j'ai continué à profiter aussi. Moi, je suis pas super dépensier, j'ai jamais été super dépensier, mais je faisais pas n'importe quoi avec mon argent, quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que j'ai jamais eu de souci d'argent, entre guillemets, jusqu'à présent, quoi. Depuis que j'ai lancé ma boîte, quoi. Alors, tu disais dans ta réponse précédente beaucoup éduquer. C'est vraiment cette impression que toi tu as quand tu suis des vidéos. Je sais pas si tu as écouté les tutos bourse qu'on a fait. T'es en mode école. Ah ouais, clairement. Franchement, les tutos bourse, j'ai écouté. En fait, j'ai commencé à écouter les podcast trackers il y a quoi, une grosse année. Donc d'office, je suis retourné dans les podcasts d'avant. Et donc ça, je consomme beaucoup. Il y a beaucoup de créateurs de contenu français qui donnent vraiment du bon contenu pour apprendre. Et ce qu'on n'apprend pas à l'école, clairement. Avant de se lancer en bourse et d'y convertir toute sa famille, y compris la petite dernière qui trépigne d'impatience de posséder son propre compte titre, Geoff a d'abord dû apprendre ce qu'il n'avait pas appris à l'école, comme il dit. Et c'est le fameux bon d'État à 1 an de 2023 qui a creusé son appétit d'investisseur. Donc on va revenir au jour où tu as été voir ta banque en leur demandant de liquider ton compte épargne pension. J'avais de l'argent. Et j'avais vu qu'il y avait un bon d'État qui sortait. Je voulais y aller. Et j'ai pas pu le faire. Parce que mon application voulait pas le faire. La banque voulait pas que je mette cet argent ailleurs. Et donc, ils m'ont énervé. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi mettre de l'argent là-dedans? C'était un bon d'État à 1 an, donc au final, c'était pas très grave. Mais... Et puis, j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire. Et donc, c'est pour ça qu'après, j'ai commencé dans un ETF. Et en fait, j'ai regardé mon épargne pension. Je me suis rendu compte que ça fait 10 ans que je mets 1 000 € tous les mois pour avoir la réduction fiscale. Et pourquoi je l'ai fait? C'est juste parce que ma mère m'a dit il faut faire ça. Okay. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait 10 fois que je mets 1 000 €. Et puis je regarde mon compte et je vois que j'ai que 10 000 €. Quoi. Donc je me suis dit mais c'est quoi ça sert ce truc? Et puis après, je les ai appelés, j'ai dit redonne-moi l'argent. Et puis j'ai mis les 10 000 € sur chez EasyFest, du coup, sur ce même ETF. Et là, ils ont essayé de te retenir ou ils t'ont dit ok, d'accord, monsieur, voilà, c'est fait. Non, c'était au téléphone. Donc j'ai pas dû aller en agence. Donc ça, c'était pas mal, j'étais content. Mais la madame au téléphone a essayé de me convaincre de rester. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes 30% d'avantage fiscal. Et à ce moment-là, tu lui dis que c'est pour investir en bourse? On va pas plus loin. Moi, j'avais pas envie de justifier mon choix. Moi, j'ai justifié mon choix parce que je lui ai dit bon voilà, j'ai fait 2-3 calculs. Ça marche pas des masses votre histoire. Et donc voilà, enfin, ma décision était prise quand je l'ai appelée. Il y avait pas moyen de négocier quoi que ce soit. Donc elle comprenait pas. Je pense que quand elle a raccroché, elle a dû se dire que j'étais un débile. Voilà. Après, voilà, moi j'ai pris mon argent et je l'ai mis dans mon ETF et voilà. Alors tu avais fait le calcul pour retirer ton argent, pour calculer combien tu avais de rendement dans ton épargne de pension, et donc tu n'avais pas grand-chose, sinon rien. Et là, depuis que tu as fait ce mouvement, est-ce que tu as refait ce calcul pour voir combien tu as gagné? Du coup, oui, après, si on compare les 10 années, il faut que j'attende 10 ans, mais si on compare vraiment, je crois que j'ai gagné déjà plus d'argent en 6 mois, vu que je l'ai fait il y a 6 mois, que sur les 10 années passées. Bon, tout simplement parce que la bourse en 2024 a quand même explosé. Donc voilà, après je me doute qu'il y a un moment donné, ça va redescendre. Mais pour comparer la chose, il faudrait faire le calcul peut-être dans 10 ans. Ouais, peut-être évidemment calculer, même peut-être avec l'avantage fiscal. J'ai peut-être même gagné en 6 mois. Mais on se donne rendez-vous dans 10 ans. On se donne rendez-vous dans 10 ans, exactement. Mais bon, après, ce que je veux dire, c'est que l'approche est différente. L'épargne pension s'investit aussi globalement dans des obligations aussi d'État, des choses un peu calmes. Là, l'approche est un peu différente, c'est sur du long terme, c'est pour faire croître le patrimoine. Donc voilà, après, évidemment, j'espère que dans 10 ans, j'aurai gagné, mais après, si c'est pas le cas, on va dire que c'est pas de bol. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que dans ma philosophie, c'est bon, voilà, on quitte quelque chose de plus ou moins stable avec des coûts, parce qu'au final, j'ai regardé aussi les coûts de ces fonds, et
Ok, on a 30% d'avantage fiscal, on mettait, eux prenaient 2% d'entrée ou 3% de frais d'entrée. Donc, quelque part, ça tombe déjà à 27. Puis chaque année, ils prennent 2%. Donc, tu rediminues encore. Et puis, avec une performance pas terrible, le calcul était vite fait, quoi. Mais c'est plus dans la philosophie de se dire à quoi ça sert de mettre cet argent là-dedans pour au final pas grand-chose. Alors voilà, prenons un peu plus de risques, ça coûte pas grand-chose de plus. Nous aussi, nous avons fait les calculs avec l'aide de Xander Vlasenbroek, journaliste à l'Écho, qui suit le secteur bancaire. Alors on peut pas vraiment dire qu'il y a une corrélation directe. En fait, le marché des fonds, il est très solide, il a jamais été aussi élevé en Belgique. Et la BAMA, qui est un peu l'association des gestionnaires d'actifs en Belgique, avait dit d'ailleurs qu'à la mi-2024, on était à 292 milliards d'euros sur des fonds belges. Donc ça, c'était un record. Donc, il n'y a pas vraiment de corrélation puisque les fonds continuent de manière générale d'être populaires. Il n'y a pas de gestionnaires d'actifs ou de banques qui disent qu'on a une baisse sur certains produits. En revanche, et ça, on peut le voir très clairement, toutes les banques et les fournisseurs de plateformes de trading le disent eux-mêmes, les ETF sont super populaires, plus 30% en 2024 chez Rebel, plus 165% chez Saxo qui avait baissé ses tarifs, plus 38% chez Bolero de KBC qui est une des applications les plus populaires, plus 41% chez Keytrade. Donc 2024 c'était l'année des ETF. Mais on peut pas dire que ça se fait au détriment d'autres produits d'investissement. Et donc dans l'ensemble, en Belgique, si on doit donner un ordre de grandeur, les ETF ça représente que entre 1 et 2% de tous les fonds, ce qui reste quand même assez marginal par rapport à d'autres pays. Et 2024 en Belgique, c'était aussi l'année du bon d'État. Et en septembre, pas mal d'argent a été libéré de ces bons d'État. Est-ce que 6 mois plus tard, aujourd'hui, on a une vue claire vers où cet argent a été? Est-ce que le public a privilégié des actifs risqués? Alors on a une vue très claire sur où cet argent a été, puisque la Banque nationale publie notamment ces données. En revanche, non, l'argent n'a pas été vers des actifs plus risqués. Les produits qui ont été le plus plébiscités, d'abord c'est les comptes à terme, qui sont en fait très similaires aux bons d'État, puisque c'est un produit défini sur une certaine période, avec un taux connu à l'avance. Donc ça, c'était vraiment le produit le plus plébiscité. Et le deuxième, c'était les bons de caisse, qui sont finalement très similaires aux comptes à terme, mais qui rentrent plutôt dans la catégorie de produits d'investissement. Et avec ça, on a 80 ou 90% de l'argent en fait qui est retourné sur ce genre de produit. Le reste, c'est allé sur des comptes épargne classiques, entre guillemets, et puis alors un petit peu dans des fonds d'investissement, et pas forcément dans des ETF qui sont des produits plus risqués et n'ont pas attiré les investisseurs du bon d'État qui eux-mêmes étaient des investisseurs moins risqués, plus en bon père de famille, on va dire. Et c'est pour ça aussi que le bon d'État avait été aussi populaire. C'est pas forcément le cas de produits plus risqués qui touchent pas forcément les mêmes publics. Et dernière petite question, là tu viens de dire les ETF plus risqués, mais moi quand j'interviewe ces nouveaux investisseurs qui viennent d'un tracker, souvent, et je pense à tort, on me dit je vais aller vers les ETF où c'est moins risqué. Et je décèle là une erreur en fait de compréhension. C'est pas forcément moins risqué, c'est peut-être plus simple d'utilisation. Le risque, il se mesure toujours de toute façon de manière comparative. C'est plus risqué par rapport à quoi? Un ETF, c'est pas forcément plus risqué ou moins risqué qu'un autre fonds d'investissement. Tout dépend dans quoi il a investi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire un ETF, c'est pas risqué parce que c'est très diversifié. On pense par exemple à un ETF S&P 500 américain ou MSCI World qui est exposé à toutes les actions des marchés développés, par exemple. Eh bien non, ça veut pas dire que c'est moins risqué, ça veut juste dire que c'est très diversifié. Mais si les marchés vont mal dans un pays, en général, de toute façon, c'est très corrélé, les marchés d'actions, si on parle des marchés d'actions. Et donc, c'est pas forcément moins risqué. Et si on compare ça à des produits très safe, entre guillemets, comme l'épargne pension, dans des fonds ou surtout par exemple dans des assurances-vie comme la branche 21 qui a un capital garanti, pour rappel, eh bien là forcément les ETF sont beaucoup plus risqués puisque par définition c'est un capital garanti dans un cas et dans un ETF le capital n'est absolument pas garanti. Ça je pense que c'est quand même un élément à mettre en valeur chez des gens qui se disent un ETF c'est un produit pas risqué. Non, ça reste un produit tout aussi risqué qu'une action, c'est juste qu'on est exposé à plein d'actions d'un coup, donc on va dire que c'est plus diversifié que risqué. Et il faut aussi se dire que les performances du passé ne garantissent pas les performances du futur, comme ça c'est toujours dit dans les prospectus d'investissement. Et donc comparer sur les performances du passé, ça peut être un peu dangereux, surtout quand on est novice dans le monde de l'investissement. Retour chez Joff. Après avoir liquidé son épargne pension, il s'est retrouvé avec la somme de 10 000 € à investir dans des produits plus risqués.
comme les ETF. Il nous explique sa stratégie. Donc c'est investi tout d'un coup ou bien avec le plan que tu as avec ton prestataire, tu réfléchis à les mettre progressivement? Ah ouais, non, là pour le coup, moi quand j'ai l'argent, je le mets direct. Vu que j'ai commencé l'année passée, j'ai mis ma grosse somme d'un coup. Bon après oui, c'était le dilemme, lump sum, DCA et tout le truc. Et vu que la théorie disait que le lump sum fonctionnait mieux que le DCA, je me suis dit go all in. Mais donc voilà. Après j'avais que 10 000 euros. Donc j'ai envoyé les 10 000 euros d'un coup. Et voilà. Après pour l'instant ça s'est bien passé. Bon, je sais très bien que si j'avais une chute... il y a eu une chute en plus en août. Il y a un gros dip là. Début. Donc je me suis dit merde, pourquoi j'ai foutu ça à ce moment-là? J'aurais dû mettre un mois après. Mais bon voilà, après ça fait partie du jeu. On recommande en général d'y aller par petits paquets. Ouais. Et ça permet de pouvoir réajuster sa stratégie s'il y a un problème. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis dit, j'ai cet argent-là, de toute façon, j'avais déjà mon coussin de sécurité, j'avais ces 10 000 euros qui étaient arrivés, je me suis dit, ok, je le mets direct. Et puis maintenant, dès que j'ai quelque chose à la fin du mois, je le mets dessus, quoi. Et là, je fais mon DCA classique, mais avec l'argent qui me reste en fin de mois, quoi. Et alors, qu'est-ce qui a changé dans ton rapport au monde financier depuis que tu as fait ce choix? Est-ce que tu suis un peu plus quand même l'actualité financière? Est-ce que tu es plus intéressé par ce qui se dit autour des marchés? Ou est-ce que comme c'est que des ETF, entre guillemets, tu te dis ça fait son travail et je dois pas forcément m'intéresser au monde des marchés? Mais, ouais, du coup, vu que j'ai mis de l'argent, je m'y intéresse. Mais pas au point de me dire oh merde, il va y avoir une guerre, oh merde, il y a ceci, il y a cela. C'est plus parce que je suis encore dans ma phase de processus d'apprentissage. Et du coup, j'essaie de comprendre du coup comment le monde fonctionne et qu'est-ce que ça impacte aussi la bourse, et du coup mon portefeuille. Mais pas dans une optique de je perds de l'argent, oui, j'en gagne. C'est pas vraiment comme ça. C'est plus pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et c'est quand que tu passeras cette phase d'apprentissage? Qu'est-ce qu'il faut que tu coches comme étape réussie? Bonne question. Je continue évidemment à écouter des podcasts, à regarder des chaînes YouTube. Moi, j'ai acheté quelques livres là pendant les fêtes sur des manières d'investir, mais surtout avec des espèces de théories sur quels sont les portefeuilles qui ont fonctionné ou pas. Par exemple, le siècle passé, et les gens expliquent qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont investi dans tel actif. C'est intéressant, parce qu'après, ces gens-là qui essaient de créer des modèles, entre guillemets, maintenant ils parient sur le futur, parce qu'ils se disent, voilà, le modèle que j'ai créé, historiquement, il fonctionne. Et donc, du coup, maintenant, c'est est-ce qu'il fonctionnera plus tard? Donc, est-ce qu'il faut peut-être adapter le portefeuille? Où sera l'intérêt des consommateurs? Ouais. Qu'est-ce qu'ils aimeraient consommer aussi, se projetant? Parce que parfois, on peut aussi faire des paris, mais des choix en essayant de prédire un peu l'avenir. Ouais, c'est ça. Moi, j'investis dans la bourse mondiale, clairement, donc, le plus large possible. Mon objectif, je pense, peut-être qu'on en reparlera dans quelques années, mais ce ne sera pas peut-être de changer cette approche-là par rapport aux actions, mais du coup, de peut-être investir dans d'autres actifs. Donc, par exemple, en crypto, je ne suis pas encore exposé. On ne va pas parler de tes 2 essais. Pas très concluant. Non, d'office. Mais donc, la crypto, l'or. Bon, après, il y a plein d'autres actifs, mais je veux dire, ça, c'est les plus classiques. Et voilà, il y a des portefeuilles qui investissent parfois un peu dans les trois. Dans les obligations aussi, pourquoi pas. Là, par exemple, je ne suis pas du tout exposé aux obligations. Pour la simple et bonne raison que les obligations d'État européens, la seule conviction que j'ai, c'est que la plupart des États sont quand même en déficit budgétaire. Ça n'a pas l'air d'aller vers le bon chemin. Donc, c'est pour ça que j'y crois pas des masses. Mais bon, c'est parce que aussi je voulais un peu plus de volatilité, un peu plus de risque aussi. Mais du coup, ça m'arrangeait bien. Mais donc voilà, les obligations, l'or, les crypto-monnaies, c'est peut-être d'autres actifs qu'il faudrait peut-être mettre dans son portefeuille. Mais du coup, j'aimerais bien comprendre pourquoi les mettre dans un portefeuille. Et sous quelle forme? Parce que là, tu as l'air très séduit par les ETF. Donc, est-ce que c'est en allant faire du stock picking, en achetant des actions ou des cryptos sur le marché des cryptos? Ou est-ce que c'est en investissant indirectement via des ETF dans des entreprises qui sont liées à ces secteurs? Ouais, c'est ça. Après, j'ai plus ça c'est peut-être ma conviction maintenant, c'est que s'il faut acheter de l'or, faut l'avoir. En physique, je veux dire. Et ce serait plutôt comme ça. Mais bon, là, de nouveau, je suis dans une phase d'apprentissage. Je verrai bien comment mon portefeuille va évoluer, mais de toute manière,
ce sera peut-être lié à ma question pour les trackers, mais au final, l'argent, c'est l'argent. Moi, à un moment donné, il faut le dépenser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Si je sais qu'on a envie de voyager quelques mois aussi, donc ça va coûter un petit peu. Je sais qu'on a sans doute envie d'acheter une maison. Peut-être qu'on aura, je sais pas, peut-être que dans 5 ans, on a envie de partir au bout du monde. Je n'en sais rien. Donc, du coup, le fait d'avoir au moins de l'argent pour se sentir libre de faire ce qu'on veut, c'est au final l'objectif final. En tout cas, le mien. Il y a encore 6 mois de ça, Geoff possédait donc un compte épargne-pension ouvert il y a 10 ans. Aujourd'hui, il a fait le choix de tout investir dans un des ETF les plus diversifiés qui existent, le fameux MSCI World. L'objectif, c'est de ne pas changer cette stratégie-là. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai pas spécialement une conviction sur... après, c'est aussi le fait d'être diversifié au maximum, c'est aussi ça le point. Même si dans un ETF monde, on est quand même exposé à 60% aux États-Unis. Le but de mon ETF, c'est d'être exposé aux États-Unis, en Europe, marché émergent, au small cap, à tout. Ma conviction, c'est que le monde ira bien quoi qu'il arrive. Place à la question aux trackers de l'écho, notre belle communauté web. Chaque semaine, nous proposons à nos invités d'interagir avec vous en vous posant une question. Je vous laisse découvrir la question de Geoff. Donc moi, j'ai étudié à l'université. J'ai directement commencé à travailler dans une grosse boîte internationale. J'ai travaillé pour des banques. Puis, j'ai essayé de lancer ma boîte. Là, maintenant, je me mets à l'investissement. Et du coup, moi, mon objectif, c'est clairement d'être libre de mes choix, de faire ce que je veux dans ma vie. Et donc, j'aimerais demander aux trackers de l'écho s'ils investissent pour être libres et quelle est la liberté pour eux. Envie de répondre à Geoff ou d'entrer en contact avec nous pour, par exemple, venir nous raconter votre histoire avec les marchés au micro de Tracker? Écrivez-nous à l'adresse podcast@leco.be ou rejoignez notre groupe Facebook Les Trackers de l'Écho. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Tracker. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation pour Tracker, le podcast de l'Écho qui suit chaque semaine celles et ceux qui investissent en bourse.